Kinshasa, nous brillons si fort. À travers nos voix, nous illuminons la nuit, racontant nos histoires avec des cœurs si purs. Kinshasa Télévision, notre esprit perdure. Au cœur de Kinshasa, une voix s'élève, reflet de nos histoires sous le ciel du Congo. Des rues de notre ville jusqu'à l'étreinte du monde. Kinshasa Télévision, notre véritable visage. Nous racontons notre voyage en couleurs vives et éclatantes, transformant les perceptions, apportant la vérité. Fini les récits lointains, c'est notre tour de partager la beauté et la lutte avec une passion rare. Nous sommes Kinshasa, nous brillons si fort. À travers nos voix, nous illuminons la nuit, racontant nos histoires avec des cœurs si purs. Kinshasa Télévision, notre esprit perdure. Notre mission est claire et vraie, montrer au monde notre fierté. De la culture à l'éducation, notre lumière ne se cache jamais. Avec Marius en tête, une balise dans la tempête, nous célébrons notre essence sous toutes les formes. Unis dans notre vision, nous restons côte à côte. Bienvenue dans Cocorico, mesdames et messieurs. Une émission qui commence très tard quand même aujourd'hui par rapport à nos habitudes. Des petits soucis techniques auxquels nous sommes attelés, je vais dire plutôt l'équipe technique. Et nous y voilà maintenant. Je pense que nous sommes avec vous pendant plus ou moins 1 heure pour parler de l'actualité en République démocratique du Congo, bien sûr, avec mes confrères avec qui nous avons l'habitude d'être chez vous pour décortiquer et partager avec vous l'actualité de la semaine. Monsieur Dimanja Wembi, bonjour. Bonjour Marius, bonjour à nos chers téléspectateurs sur TNT, également les internautes. Bonjour Jean Kia Mukelenge. Bonjour Marius et bonjour à tout le monde. Est-ce que tu n'as pas l'air très en forme aujourd'hui? On est là. Voilà, merci beaucoup. Et André Junior Moumaka. Merci, et merci à vous tous qui nous suivez, comme l'a dit M. Dimanja Wembi tout à l'heure, sur TNT, ici à Kinshasa, à Brazzaville, et une partie du Congo central, mais vous nous suivez également sur les réseaux sociaux, YouTube et Facebook. Merci de nous faire confiance. Voici donc de quoi nous allons parler dans notre émission d'aujourd'hui, la rencontre inattendue entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha continue de faire couler beaucoup d'encre. Quels sont les véritables ressorts de ce face-à-face surprise orchestré sous la médiation de l'émir Tamim bin Hamad Al Thani du Qatar,
Derrière cette main tendue, un jeu diplomatique complexe se dessine. Ce petit État du Golfe, fort de ses 11 600 km² et d'une population à majorité immigrée, s'est imposé comme un acteur clé dans la résolution des crises internationales, des négociations entre les États-Unis par exemple et les talibans en Afghanistan, au fragile dialogue entre Israël et Hamas et désormais au cœur du conflit entre la RDC et le Rwanda. Nous allons donc en parler. Le Qatar mise sur une diplomatie de l'influence nourrie par la puissance financière de son fonds souverain, l'un des plus importants du globe. Une stratégie qui semble porter ses fruits puisque l'émir a réussi l'exploit de réunir Tshisekedi et Kagame à la même table. Est-ce que ce coup de maître ne pose-t-il pas un défi à la crédibilité des processus de Nairobi et de Luanda? Et que dire du rôle de l'Union africaine, de plus en plus questionnée face à l'inefficacité des mécanismes africains et des résolutions des conflits? On en parlera donc dans cette émission. Pendant ce temps, sur le terrain, la situation reste tendue. Les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise, poursuivent leur progression vers le nord jusqu'à s'emparer de Walikale. Et ce, malgré les cessez-le-feu annoncés à Doha par les deux présidents. En deuxième partie de cette émission, nous reviendrons sur l'initiative du président Tshisekedi visant à sceller un partenariat stratégique avec les États-Unis autour des minerais critiques. Un accord qui vise à mettre un terme au pillage et à renforcer la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce que nous avons prévu pour vous aujourd'hui. Et pour en parler évidemment avec mes confrères, et depuis les États-Unis, il est toujours présent pour nous aider à mieux comprendre les enjeux, le professeur Christian Kabange, qui est professeur de droit à l'Université de Kinshasa. Il sera en direct avec nous depuis Maryland, aux États-Unis, pour essayer de nous éclairer par rapport au sujet que nous avons choisi pour vous aujourd'hui. Professeur Kabange, merci beaucoup à vous d'être avec nous en direct des États-Unis. Je vous dis déjà bonjour. Voilà. Je pense qu'on va voir tout à l'heure si le professeur... Vous m'entendez, j'espère? Oui, là, je t'entends parfaitement. Voilà. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Voilà, donc c'est les sujets dont on parlera. On reviendra également sur cette interview du président de la République sur la chaîne Fox News aux États-Unis. Le professeur Kabange aux États-Unis, il pourra donc analyser cette interview avec nous. On en parlera bien sûr ensemble. Voilà donc de quoi sera faite l'émission du jour. Nous allons commencer donc avec l'Est de la RDC, ce qui se passe là-bas. André Junior Momaka. Je rappelle que la ville des Walikale, qui se trouve dans le Nord Kivu, a été prise depuis mercredi dans la soirée par les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise. 440 km de Kisangani. Donc, si vous quittez Walikale à 6 h à bord du Mont River, à 18 h, vous pouvez arriver à Kisangani. La ville de Walikale, qui est une ville très riche en matières premières, on retrouve Alpha Mine, qui est une mine très riche en minerais. Et donc, s'il n'y a pas une intervention de l'armée congolaise pour contenir l'avancée des rebelles, ce sera triste de constater que l'armée rwandaise prendra d'assaut la ville-province de Kisangani. Voilà, on est donc, comme l'a dit André tout à l'heure, ils sont en route vers Kisangani. Alors qu'on parle cessez-le-feu, les rebelles l'armée rwandaise qui soutient les M23 avance vers Kisangani, Monsieur Dimanja. Oui, mais on connaît la vieille recette. Talk and fight. Continue à négocier et continue également à faire la guerre. Donc, le M23, comme les troupes de l'armée rwandaise et les troupes de Nanga sont dans cette logique-là. Donc, aujourd'hui, ils ne visent que des contrées qui sont richement loties. Walikale, c'est l'or. De Walikale à Lubuntu, c'est à peu près 200 km sur la route vers Kisangani. Lubuntu, c'est un centre aurifère. Alors, dans la prochaine étape, ils vont peut-être arriver à Lubuntu, et quand ils vont à Lubuntu, c'est à 200 km de la ville de Kisangani. Alors,
de Lubuntu à Kisangani, il y a une route que une entreprise autrichienne avait essayé de tracer pour relier Kisangani à Bukavu directement. Arrivé je crois, au Sokari et Lubuntu, ils se sont arrêtés parce qu'ils avaient trouvé de l'or là-bas. Les Autrichiens n'ont plus continué la construction de cette route-là. Donc ce n'est pas un fait du hasard si les rebelles du M23, de Nanga et les troupes rwandaises prennent cette direction-là. Ils savent qu'est-ce qu'ils vont trouver là-bas. Parce que déjà, pendant la guerre d'agression, vous vous rappelez de Roger Lumbala, animé un mouvement RCDN, avec sponsorisé par les demi-frères du président Museveni, le général Saleh, qui sponsorisait justement le RCDN pour l'exploitation de l'or dans cette contrée-là. Donc l'enjeu de cette progression, c'est contrôler les productions de l'or et continuer à financer leur guerre. Alors, Jean, on va revenir à toi tout à l'heure, mais on va prendre quand même le professeur Kabangé par rapport à cette avancée justement de l'armée rwandaise et les rebelles du M23. Professeur, comment est-ce que vous expliquez en même temps qu'on parle de cessez-le-feu qui a été signé, qui a été déclaré entre le président congolais et rwandais à Doha, et qu'en même temps, les M23 sont en train de poursuivre leur avancée et ont pris la ville de Walikale. Quelle est votre lecture? Alors, merci pour la question. Je pense que il y a une expression qui a été utilisée ici tout à l'heure par M. Dimanja, je pense que c'est le talk and fight. C'est une technique américaine qui voudrait qu'on ait engagé sur le terrain des hostilités. Même si on parle, on continue à opérer sur le terrain. Alors, peut-être un mot que je pourrais dire par rapport au cessez-le-feu, c'est que si ce qui a été dit est vrai, c'est-à-dire que si le président Tshisekedi et le président Kagame se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu, ça veut dire que c'est une reconnaissance implicite du Rwanda qu'il a engagé en RDC. Parce que vous ne pouvez pas vous mettre d'accord sur un cessez-le-feu alors que vous n'avez pas des troupes engagées sur le terrain. Donc, c'est déjà la preuve, si tel était vraiment l'entendement de cette réunion, que la présence rwandaise devient indéniable, ce qui est clair, n'est-ce pas? Alors, si le Rwanda est là et que le jour d'après, le M23 arrive à prendre Walikale, c'est clair qu'on est dans une logique de talk and fight où on dit une chose, mais sur le terrain, on fait autre chose. Et autre chose aussi, c'est la dimension économique de la guerre. Ça veut dire que ce qui pèse sur, évidemment, le M23 et même le Rwanda aussi, c'est le coût économique de la guerre. Alors, plus on a des avancées sur le terrain qui nous permettent de mettre la main sur les ressources minières, n'est-ce pas, plus on est capable de financer, n'est-ce pas, cette guerre et d'aller jusque là où on peut aller. On sait tous que Walikale et évidemment Kisangani, ce sont des axes très stratégiques du point de vue des ressources naturelles. Vous vous rappellerez que lors de la Deuxième Guerre en 98, ce qu'on a appelé la guerre mondiale africaine, qui avait opposé pratiquement 9 armées sur le territoire congolais, il y a eu un affrontement entre deux armées étrangères à Kisangani. C'était l'armée ougandaise et l'armée rwandaise. Le nœud du problème, c'était qu'on voulait mettre la main basse sur le diamant de Kisangani. Donc, il y a une dimension économique dans cette avancée du M23, c'est très clair. Il y a aussi une reconnaissance implicite de son engagement en République démocratique du Congo, si évidemment, tels étaient les termes de la rencontre de Doha, si on s'est mis d'accord sur un cessez-le-feu, parce qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur un cessez-le-feu et prétendre après qu'on n'est pas engagé militairement mais, démocratique. Oui, professeur, mais est-ce qu'on ne peut pas dire, parce que vous avez dit que c'est vrai que quand on a vu le Rwanda signer, déclarer le cessez-le-feu, c'est une reconnaissance qu'ils sont véritablement au Congo. Mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas, c'est une question qui est ouverte aussi, voir dans cette avancée des troupes sur terrain, une sorte de dire, écoutez, vous avez
vos négociations, votre cessez-le-feu, c'est une façon de montrer qu'en fait, nous, on n'est pas le Rwanda. Donc, même si vous signez avec le Rwanda, nous sommes indépendants, nous sommes des rebelles et nous continuons. Ça ne peut pas être ça la stratégie qu'il faut lire derrière? Oui, mais naturellement, le M23 ne peut pas avoir un autre discours que celui-là, parce que l'objectif, justement, c'est de légitimer ses revendications. Mais on sait bien qu'il est impossible de lancer une rébellion sans avoir... Je pense qu'on a des petits soucis, oui, avant que le petit souci avec la connexion avec le professeur. Une petite précision à Oui. apporter, justement. Ouais. C'est là qu'intervient une petite confusion dans la communication après cette rencontre entre le président Tshisekedi et le président Paul Kagame du Rwanda. On a 3 communiqués totalement différents. On a le tout premier communiqué du Qatar qui a justement annoncé cette rencontre qui s'est déroulée dans un climat de convivialité, etc., réaffirmer justement l'engagement de 2 pays pour la fin des hostilités sur le terrain. Mais le Qatar ne dit pas in expressis verbis que nous réitérons pour un cessez-le-feu immédiat. C'est quoi une expertise verdis? De façon clairement, il faut le dire aux téléspectateurs. De façon claire, nette et précise. sans C'est que équivoque. ce communiqué justement annonce, c'est réitérer le résolution ou les ressorties du communiqué du sommet conjoint EAC-SADC du 8 février, qui est justement appelé à un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Mais c'est langage justement de réitérer entre justement cette rencontre entre Tshisekedi et Kagame dans ce cessez-le-feu immédiat ressort du communiqué, contrairement à ces communiqués du Qatar, du communiqué de la présidence de la République démocratique du Congo, qui dit que les 2 dirigeants ont convenu pour la fin des hostilités en cessez-le-feu immédiat et sans condition. Mais quand on regarde encore 4 heures après la publication de la présidence rwandaise, qui ne revient même pas sur ces principes de cessez-le-feu. La présidence du Rwanda, d'ailleurs, revient sur la nécessité de sécuriser la région et le Rwanda contre les FDLR. Lui, c'est plus centré sur cela. Et c'est la question qu'on demande, est-ce que cette rencontre a pu aboutir à quelque chose de nouveau ou ce n'est que de réitérer ce qui a déjà été dit ou ce qui a été fait? Je crois même que le mot convivial dont vous avez employé tout à l'heure, ce sont des termes diplomatiques juste pour apaiser les tensions, mais j'ai doute fort que cette rencontre a pu apporter quelque chose de nouveau à ces conflits, parce que quand vous lisez le communiqué de la présidence rwandaise et quand vous regardez le communiqué de la présidence congolaise, vous voyez qu'ils sont totalement différents. Le Rwanda parle des négociations directes entre Kinshasa et les M23, alors que Kinshasa n'en fait pas mention. Donc on comprend qu'il n'y a toujours pas d'issue à ces conflits. L'émir du Qatar a fait sa part des choses, mais je doute fort qu'il a quand même apporté quelque chose de plus. C'est vrai, il a pu faire rencontrer les 2 présidents, mais au finish, on se rend compte que finalement, cette rencontre, c'était juste pour les beaux yeux. Il n'y a pas eu un véritable déclic. Non, moi je crois que si l'émir Tamim bin Hamad Al Thani a réuni le président Tshisekedi et Kagame, c'est pour des raisons tout à fait économiques. Le Qatar pèse financièrement l'Afrique centrale, notamment au Rwanda. Ça n'empêche qu'ils aient une communication commune. Le Rwanda lui doit beaucoup d'argent. Le Qatar est en train de construire un grand aéroport international qui sera un hub à Bugasera. Le stade Arena de Kigali, c'est le Qatar. La communication sur le plan international, c'est le Qatar. Vous voyez des équipes de football avec des maillots floqués, visite Rwanda, Qatar Airways, visite Rwanda. Il y a une entreprise qatari qui raffinait l'or pillé au Congo, au Rwanda. Qui a été sanctionné. Est-ce que c'est sanctionné aussi. Ouais. Et vous pensez que le Qatar, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui s'est forgé une nouvelle image d'un faiseur de paix, peut accepter d'être associé au minerai de sang? Je ne pense pas. Justement, il y a ces fronts économiques, mais qui dépendent justement de la stabilité politique et juridique dans l'ensemble, dans la région. On ne peut pas parler aujourd'hui de la guerre, de rencontres purement économiques, que le Qatar veut simplement arranger ses intérêts
vis-à-vis que ce soit du Rwanda ou de la RDC, tout en sapant ou en mettant de côté la nécessité du retour sans condition de la paix dans la région. On va prendre le professeur Kabange, je pense qu'il est revenu. Professeur, vous étiez en train de parler tout à l'heure. On a eu des gros soucis de connexion. Maintenant, vous êtes là. Merci beaucoup. Donc, comment est-ce que vous voyez cette situation entre-temps, voilà, les deux présidents ont signé un cessez-le-feu, mais les autres, ils continuent. C'est pas une façon, justement, comme vous avez dit tout à l'heure, de légitimer pour les rebelles, de dire, écoutez, ça c'est le Rwanda, nous on n'est pas le Rwanda, on avance. Oui, en effet, je pense que pour le M23, c'est normal de prendre cette posture. Mais après, il suffit de faire un petit recul derrière pour d'abord rappeler que dans plusieurs rapports des Nations Unies, l'agression rwandaise, la présence des troupes rwandaises en RDC est documentée. Donc c'est un fait aujourd'hui qui ne peut plus se discuter. Et d'ailleurs, la présence du président Kagame au Qatar, c'est vrai qu'il y a des aspects économiques dans cette rencontre-là, mais c'est aussi la preuve que pour l'émir du Qatar, le premier interlocuteur dans cette crise, c'est Paul Kagame, c'est le Rwanda, n'est-ce pas? Même si après, le M23 peut être associé à la discussion, mais il est clair que c'est Kigali, n'est-ce pas, qui discute, qui a la manette. Toujours, ouais, là, il est là, professeur Kabange, je crois. Ouais. Ou toujours des soucis de connexion, je pense, de notre part. Non, c'est de la part du professeur Kabange, je crois. Donc, c'est légitime comme disait le professeur Kabange, que les M23 tiennent ce discours-là. D'ailleurs, ils ont même sorti un communiqué pour dire ce qui s'est négocié à Doha ne nous regarde pas. Moi, ça me fait sourire. D'où vient le M23? Du RCD Goma. D'où vient le RCD Goma? Du Rwanda. C'est toujours le même acteur qui est sur la scène et derrière les rideaux. Donc, ces gens-là, ils ne peuvent pas dire aujourd'hui que ce que Paul Kagame a fait, l'accord qu'il a signé, je sais le faire avec le président Tshisekedi à Doha, ça ne les engage pas. Mais ce n'est pas vrai. Simplement, ils n'ont pas encore reçu les ordres de leur mentor pour arrêter la guerre. Tout simplement. Parce qu'on a vu, lors de la prise de Goma, pour la première fois, il a fallu de pression internationale sur Kagame pour qu'il se retire de Goma. Ça, c'est un secret de Polichinelle. Mais quand on voit l'avancée maintenant de troupes rwandaises et le M23 vers ils ont pris Walikale, ils avancent vers Kisangani, qui se trouve à 400 mètres de là. Est-ce qu'on peut dire que cette crise est loin d'être terminée, alors que de l'autre côté, il y a des initiatives, notamment de l'Union africaine, le processus de Luanda, les processus de Nairobi, finalement, il y a un problème de coordination entre tout ça, plus ou moins. Mais de toute façon, le conflit ne va pas se régler strictement sur le plan économique, mais sur le plan politique aussi. Ça veut dire qu'on va réactiver les processus de Rwanda, le processus de Nairobi, pour revenir justement sur le chemin qui avait été tracé pour arriver à la paix. Et après, il faudrait... c'est la peur, la peur, on ne veut pas en arriver là, qu'il y ait une sorte... que tous les processus s'entremêlent. Mais après cette rencontre, le président, quand même, ont réitéré leur soutien sur ces différents processus, que ce soit de Nairobi, du Luanda, mais justement, ou les ça sommets reste conjoints. Pas trop au niveau de discours. Il n'y a pas une vraie coordination pour dire, par exemple, là, ça a été décidé comme ceci, et on part de ce principe-là pour avancer. On les cite, c'est comme si c'était juste des discours. Mais entre-temps, les gars, ils avancent, quoi. Ils sont à 400 km de Kisangani. Je rappelle que l'armée rwandaise appuie les M23, non seulement matériellement, mais avec des hommes aussi. Et donc, il y a une entrée massive dans cette partie du pays. Et avec l'infiltration qu'il ne faut pas oublier au sein de l'armée congolaise qui ramène un peu plus des failles, ne permet pas à ce que l'armée puisse agir comme il se doit. Voilà pourquoi vous constaterez que sur le front militaire, il y a quand même beaucoup de failles qu'il faut noter et qu'il ne faut pas négliger. Et malgré que les faits, il y ait des avancées sur le plan diplomatique, il faut aussi renforcer les plans sécuritaires qui restent quand même les boucliers pour permettre à ce qu'il y ait une paix durable dans cette région. André,
a épinglé justement une question de dysfonctionnement au sein de notre armée, l'infiltration et tout ça. Par exemple, lors de la prise de Walikale, et je crois hier, j'ai suivi un élu député national de Nord Kivu qui était en train de dire, voilà, on a entendu de balles crépiter avant même l'entrée de rebelles à Walikale. Il y a eu un problème de dysfonctionnement et de commandement en interne entre les FARDC et les Wazalendo. Vraiment, il nécessite que les autorités de l'armée, avec une coordination bien gérée au centre au niveau de Kinshasa, puissent convenir sur le commandement sur terrain pour que toutes les opérations militaires puissent converger dans un même sens avec un même commandement. Alors là, ils sont, comme on dit, hein, donc, leur objectif d'ici la fin du mois, ils vont atteindre Kisangani. On va voir si ça va se faire, si le cessez-le-feu ne va pas jouer. Mais il faut quand même dire aussi que vers là-bas, il y a des troupes ougandaises qui sont censées travailler avec l'armée congolaise. Les troupes ougandaises sont surtout dans l'Ituri, la province de l'Ituri. Ils ne sont pas dans la Tchopo. Ok. Est-ce qu'il ne faut-il pas, dans les jours qui viennent, avec tout ça, revivre le scénario d'il y a où il y a eu une confrontation, les affrontements directs les troupes ougandaises et les Rwandaises. Ça, c'était en pleine ville de Kisangani. Mais pour le moment, bon, il me semble que les deux armées suivent presque le même objectif. Ils sont simplement partagés. L'armée ougandaise travaille avec l'armée congolaise. Oui. Ils se sont peut-être partagés cette fois-ci les sphères d'influence. L'armée ougandaise est plus dans l'Ituri que dans la Tchopo. Et l'armée rwandaise, avec ses supplétifs, M23 et l'AFC de Gessa, de Nanga, ils sont plus focalisés sur l'or. Alors, il faut dire quand même que c'était il y a, je ne sais plus combien d'années, c'était en quelle année? En 2002? Non, je crois que c'était juste pendant la guerre de... Ok. C'était une même province. Même province. Maintenant, nous sommes en train de parler de ça, mais c'est l'ancienne la province orientale. Mais là, la configuration est différente, c'est pas loin. Oui, mais la fameuse guerre des 6 jours, dont il restait vraiment fraîche dans la mémoire des habitants de Kisangani, opposait en plein centre-ville des armées ougandaises et rwandaises, et le prof l'a dit tout à l'heure. C'était pour le contrôle de commerce de diamants en plein centre-ville. Alors, professeur Kabange est de retour. Prof, vous étiez en train de parler, désolé, hein, la connexion nous fait défaut aujourd'hui. On vous écoute. Vous pouvez reprendre, vous avez commencé. Ouais. Je disais que dans tous les cas, il y a des rapports documentés au niveau des Nations Unies qui prouvent l'implication. On l'entend pas bien? Est-ce qu'on peut l'entendre, nous? Ouais. Ouais, allez-y. Je disais, est-ce que ça va? Oui, ça va. Il y a plusieurs rapports au niveau des Nations Unies qui démontrent la présence rwandaise en République démocratique du Congo. Donc, le fait que Paul Kagame ait accepté de se déplacer, c'est vrai qu'il y a des aspects économiques liés à ce déplacement, mais je pense qu'il y a aussi le fait que l'émir considère que c'est l'interlocuteur principal. Seulement, ici, on est en présence d'un double jeu. Vous vous rappellerez, par exemple, qu'à la veille de la chute de Bukavu, le président Macron avait laissé entendre qu'il avait parlé avec Paul Kagame pour solliciter un cessez-le-feu. Et le lendemain, le M23 était quand même entré à Bukavu. Donc, il y a une stratégie où on a un discours où le M23 veut se présenter comme étant indépendant, mais dans le fond, il y a une stratégie coordonnée entre le Rwanda et le M23 pour continuer la progression. Et d'une manière ou d'une autre, cela aura une implication sur les négociations, évidemment, parce que lorsqu'on perd du terrain, on n'a pas assez de regard ou de force dans les négociations. Donc ça, je pense que, comme je l'ai dit lors de la dernière réunion, ce qui se passe sur le terrain va déterminer beaucoup des choses dans la suite des événements. Ok, mais entre-temps, on parle de la puissance de frappe du M23, des drones turcs, on parle des artilleries qu'ils ont, que même l'armée traditionnelle peut pas avoir.
il n'y a que le Rwanda qui est derrière en termes de... Parce que si on peut avoir des drones turcs dont on parle... C'est l'arsenal rwandais. Et il n'y a pas longtemps, Paul Kagame était à Ankara, en Turquie. Il a rencontré le président Erdogan. Il a acheté des armes en Turquie. Ce n'est pas le M23, ce n'est pas l'AFC de Corneille Nangaa, c'est l'armée. Ce sont la logistique de l'armée rwandaise. Le secrétaire général de l'ONU a fait aussi mention de cela lors d'une interview. Il a dit clairement que l'artillerie qu'a le M23 est plus que celui de la MONUSCO. Donc d'où peuvent provenir ces matériels-là, clairement du Rwanda. Alors, parlons maintenant des acteurs africains comme l'Union africaine, la SADC, l'EAC et tout ça. Est-ce qu'ils sont-ils réellement capables d'exercer une influence dans cette guerre pour finalement, parce que même au niveau africain, on n'arrive vraiment pas à se mettre d'accord et à trouver une solution ou une voie de solution par rapport à la crise. Je vais peut-être vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a de commun, par exemple, entre l'homme fort de Guinée-Conakry et Paul Kagame? Donc, l'Union africaine était à l'image des clivages des intérêts qui divisent les uns les autres, les dirigeants africains. Selon que, bon, on est proche de Paul Kagame, on l'admire, bah on le soutient. Selon qu'on est proche de Félix Tshisekedi, on le soutient. On les sent souvent au niveau des débats à l'Union africaine. Vous sentez carrément qu'il y en a qui, franchement, qui ne veulent pas se mouiller dans les problèmes qui se passent à l'est du pays, pour des raisons. D'où alors l'appel d'une médiation extérieure, comme celle de Doha. Voilà. Est-ce qu'on peut lire, professeur Kabange, dans ce qu'on voit aujourd'hui, parce qu'il faut dire que ceci se passe quelques jours seulement après la rencontre du président Tshisekedi et du président Kagame, est-ce qu'on peut dire que c'est la diplomatie, ça peut prendre du temps, comme vous l'avez expliqué hier, il ne faut pas s'attendre à ce que les choses s'arrêtent tout de suite maintenant, et qu'entre-temps, les rebelles du M23 sur terrain et les forces rwandaises peuvent continuer le temps que la diplomatie se mette en place? Je pense que Kinshasa ferait une erreur de s'appuyer simplement sur les acquis diplomatiques. C'est-à-dire que la crise, il faut l'évaluer sur tous les terrains. Il y a le terrain diplomatique, il y a la politique interne et puis il y a les aspects militaires. Donc, si sur le plan diplomatique, on a eu beaucoup de victoires, notamment avec les sanctions américaines, les sanctions belges, les décisions au niveau de l'Union européenne, ce sont des victoires diplomatiques qui s'enchaînent. Mais l'effet des mesures ou des décisions diplomatiques, c'est beaucoup plus de créer la pression justement sur le Rwanda et sur le M23. Mais pendant ce temps, ils vont de leur côté aussi essayer de tenir et de résister parce qu'ils auraient des prétentions justement. Mais si du côté de Kinshasa, on ne sait pas tenir sur le terrain militaire et qu'on doit aller d'une ville à une autre qui ne fait que tomber, ça veut dire que ça peut changer toute la dynamique dans les jours qui viennent. J'ai dit ça lors de la dernière émission, que cette guerre se joue aussi sur le temps. La capacité de résilience, la capacité de résister. Parce que du côté du M23 et du Rwanda, il y a aussi le coût, le poids économique, n'est-ce pas? On veut aller vite, on veut aller vite jusque-là, on veut s'arrêter. Certains disent Kinshasa, d'autres disent on va s'arrêter à Kisangani. Bref, on veut aller vite parce qu'il y a ce poids économique aussi, la pression internationale, mais il faudrait un moment que Kinshasa ne se contente pas simplement des avancées sur le plan diplomatique, il faudrait aussi définir une stratégie militaire pour arriver à contenir l'ennemi jusqu'à ce que, évidemment, on arrive à négocier correctement les choses. Évidemment, si négociation il y aura. L'idéal, évidemment, serait d'arriver à ce que le président a promis lors de son discours, la réplique vigoureuse qui emmènerait Rwanda et les autres à quitter notre territoire. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là que les choses vont se jouer. Les rapports de force sur le terrain vont dicter beaucoup de choses en termes de quelle tournure les négociations vont prendre dans les jours qui viennent. Voilà. Alors, professeur, je ne sais pas si vous m'entendez, vous dites qu'il ne faut pas trop miser
sur la diplomatie, mais on sait que sur le plan interne, la cohésion nationale a été mise à mal. Qu'est-ce que concrètement le gouvernement peut faire actuellement pour essayer de conjurer cette progression de troupes rwandaises appuyées par le M23 et les troupes de Nanga? Qu'est-ce que le gouvernement doit concrètement faire sur le plan interne? Là, on a l'impression que tout s'est arrêté de tourner ici. Oui, alors, petite précision, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas trop s'appuyer sur la diplomatie. Je dis qu'il ne faut pas s'appuyer uniquement, n'est-ce pas? Il faudrait être engagé sur tous les fronts. Alors, sur le plan diplomatique, je pense que les victoires qui ont été, qui se sont enchaînées du côté du gouvernement congolais sont quand même importantes parce que je l'ai dit la fois passée, en 2013, contrairement à ce qui a été dit ou présenté par l'ancien régime, le M23, la guerre du M23 ne s'est pas arrêtée par une victoire militaire. C'était à la suite des sanctions adoptées notamment par le régime ou le gouvernement de Barack Obama sur les responsables du M23 et les sanctions évidemment économiques qui pesaient sur le Rwanda. C'est cette pression internationale qui avait obligé le Rwanda et justement ses supplétifs du M23 à mettre fin, n'est-ce pas, à ce conflit. Donc la stratégie diplomatique, elle peut porter, elle peut nous emmener à des résultats, mais elle exige quand même que on ne perd pas les villes l'une après l'autre comme ça. Il faudrait quand même avoir une capacité de résilience. Donc il faudrait, tout en capitalisant ce qui a été fait, ce qui se fait sur le plan diplomatique, il faut redéfinir ces stratégies sur le plan militaire. On a doublé, par exemple, le salaire des militaires. C'est une bonne chose, mais c'est quelque chose qu'on a demandé depuis longtemps, n'est-ce pas? Les militaires qui sont francs. Il faudrait voir la possibilité, voilà, de s'armer pendant ce temps. Ça fait quand même plusieurs mois maintenant. Il faudrait réfléchir. Il y a des experts, il y a des Congolais qui ont des compétences sur le plan sécuritaire qui peuvent apporter, n'est-ce pas, évidemment, des idées au président de la République, au gouvernement. On ne peut pas dévoiler tout sur un plateau, on ne peut pas tout dire sur un plateau, mais je crois que dans ce pays, il y a des Congolais, aussi bien dans la diaspora, qui ont des compétences, qui sont prêts à les mettre au service du gouvernement pour améliorer la situation sur le plan militaire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut capitaliser sur le plan diplomatique, mais en même temps, il faudrait continuer à redéfinir sa stratégie sur le plan militaire. Et je dirais qu'à mon sens, le ministre de la Défense devrait être entendu par la représentation nationale, l'Assemblée nationale, chaque semaine, pour faire l'état des lieux, pour expliquer sur le plan militaire qu'est-ce qui se fait. Sur le plan diplomatique, on sait ce qui se fait. Mais si aujourd'hui, vous et moi, on nous posait la question de savoir quelle est la stratégie sur le plan militaire, il est très difficile d'avoir une réponse claire parce qu'on a l'impression que sur le plan militaire, il y a beaucoup de tâtonnements. Donc, il faudrait rectifier le tir et je reviendrai peut-être sur le risque qu'il y a de perdre le Katanga en rapport avec le deal minier quand on va en parler parce que l'essentiel du deal minier se trouve dans l'espace Grand Katanga avec les 4 provinces. Donc, si on continue de perdre les villes comme ça se fait là, ça va compromettre le processus, ça va mettre le Kinshasa dans une situation de faiblesse. Et dans ces conditions-là, même s'il faudrait négocier, on risque de revenir à ce même cycle de négociation, intégration, brassage, affaiblissement de l'armée et on ne peut jamais s'en sortir. Oui. Alors, professeur, oui. Justement, j'ai l'impression que peut-être tu n'as pas bien saisi ma question. Sur le plan intérieur, la cohésion nationale a été mise à mal, bien avant peut-être que le M23 déclenche la guerre. Qu'est-ce que concrètement le gouvernement peut faire maintenant pour essayer de racoler le morceau, sur le plan politique surtout? Ben, évidemment, je pense que le discours du président, lorsqu'il parle de mettre en place un gouvernement d'union nationale, c'est justement pour fédérer toutes les forces politiques, toutes les forces vives de la nation autour justement de ce combat contre la balkanisation de la RDC. Et je pense qu'aujourd'hui, un politicien congolais responsable et sensé
qui aurait devant lui un président de la République qui pose des conditions évidemment patriotiques, ne refuserait pas de répondre à cet appel si les choses sont faites correctement. Quand je dis correctement, ça veut dire que le partenariat sur le plan politique avec les autres forces de la nation doit être clairement défini. Les principes de gouvernance doivent être respectés. Le président a par exemple promis la réduction du train de vie des institutions. Il faut réellement que ces choses soient mises en application, n'est-ce pas? La cohésion nationale aussi, c'est ce discours qui voudrait ramener tous les Congolais à être ensemble. Il ne faudrait pas, comme on l'a dit, tomber par exemple dans le piège de ce qu'on a appelé des attaques des soélophones, ce qui n'était pas vrai à mon sens, n'est-ce pas? Vous comprenez que ça, c'est le discours de l'ennemi, la stratégie de l'ennemi. Et donc, il faudrait aussi que le gouvernement soit plus engagé sur le plan communicationnel, parce que sur ce plan-là aussi, il faut le reconnaître, vous êtes les spécialistes de la communication, vous n'allez peut-être pas me contredire, il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de réserves, contrairement par exemple aux Rwandais qui sont H24, pratiquement sur toutes les grandes chaînes, pour faire passer leur narratif qui n'est, comme on le sait, pas vrai. Donc, il faudrait réorganiser les choses à plusieurs niveaux, au niveau de la gouvernance interne. Alors, on va continuer justement, on va continuer tout en parlant de, excuse-moi André, de cette sécurité, de renforcer notre armée avec des mesures qui sont prises. On voit la première ministre faire la ronde du pays. Il était dernièrement avec le Front Patriotique. Oui, il était dernièrement dans le Kouilou, où il a annoncé dans la grande province du Bandundu que la solde des militaires sera doublée. Donc, ils sont à 100, je pense. Vous savez combien ils gagnent? 100, le tout dernier. Ça va aller à 200, ainsi de suite. Ceux qui sont au front, le président de la République aussi l'a dit, gagnent plus ou moins $500. Donc, ce sont des efforts qui sont faits. Mais au niveau de la mobilisation, on a également vu l'ancien ministre de la Défense et l'actuel ministre du Transport, Jean-Pierre Bemba, parcourir le pays pour mobiliser, pour que les jeunes puissent s'enrôler. Et vous avez été sur terrain, André Junior, pour demander aux jeunes s'ils voudraient vraiment s'enrôler. Est-ce qu'ils veulent s'enrôler? C'était quoi la grande question? La question, c'était de savoir si aujourd'hui les jeunes accepteraient d'adhérer à l'armée, vu la situation qui prévaut dans la partie Est. Tout le monde était d'accord. Tout le monde se disait oui, je suis prêt, mais à une seule condition, revoir la situation financière, c'est-à-dire la paix des militaires au front, parce qu'ils ont quand même un peu de doutes là-dessus, malgré les promesses qui ont été faites. Mais malgré cela, ils sont prêts à adhérer au sein de l'armée. Je crois que, Marius, une fois que vous êtes revenu sur ça, le soutien dont les Congolais ont besoin, ce n'est pas simplement ou seulement des soutiens du point de vue économique ou financier, etc. La plus grande satisfaction, c'est que tout Congolais est mobilisé pour cette guerre. Les jeunes également sont prêts même à sacrifier leur propre vie. Il y en a qui ont accepté, ben voilà, moi je vais aller au front, je suis d'accord, je veux mourir, mais je veux simplement que ma progéniture soit protégée. En tout cas, c'est les bons côtés qu'il faut tirer de ces interviews, et je crois que le gouvernement doit s'y atteler. Je crois que le gouvernement doit en tirer bon résultat de la sensibilisation. On en parlera justement, c'est un reportage de André Junior Moumaka et Jean Kia. Vous avez été sur le terrain pour rencontrer ces jeunes, on les suit et puis on se retrouve tout à l'heure. Et ces jeunes volontaires qui vont s'adhérer dans l'armée, c'est pour affronter maintenant nos agresseurs ou c'est pour avoir une équipe de réservistes? Si c'est pour les réservistes, alors arrêtez de nous endormir à faire le discours parce que l'ennemi est en train d'avancer. Mais si c'est pour attaquer maintenant l'ennemi, alors ça ne sert à rien d'aller encore dans des formations sur formation. Parce qu'un vrai militaire, pour réussir un militaire, il faut 9 mois. Alors que nous sommes devant nous un défi de décarpir, de chasser nos ennemis. Nous allons attendre 9 mois après ceux qui sont partis à la formation pour revenir, ou bien ce sont nos militaires réservistes. Parade tozokende parade ozonga toke parade ozonga mais po balongola biso tokende centre de formation wana pena en tout cas
Misu va bêta 4 mois, on a bêta 2 mois. On a bêta 2 mois, donc. Parce que on a vu ce qu'on a attendu. Bon, tu vas décider pour mon angana va pouvoir. Ane va décider, la nangati naka, zone ça nanda. Ngai lelo na koza na souci ya kokota na armée. Ya mboka na bundela mboka. Mais eloko oyo epesaka passe eza nini? Salaire nde yangwana ebomaka parce que nakoki kotika musalo nazosala lelo nakoti na armée mais nazotala par rapport ya avantage en tout cas ezo kokana te na oyo nazozwa lelo na musala na ngao nazosala na musala oyo l'état azofuta soda na armée nde yangwana pona ngai ekimisaka ngai nakokota na armée congolaise. Bon, la minute au son a vu côté côté réquité mais au salama pour les années quand ma belle la photo de femme ma belle na biso na okende mais na okende pe bongo te na servir nation oui mais ngapi na tika ma famille na ko tika famille bongo te et c'est vraiment quelque chose donc na okende so va proposer na okende puis sur la formation les ali na okende. Vous savez que dans l'armée il y a les mariés qui sont là avec leurs enfants. Il a fallu que un soldat du peuple doit être d'abord bien payé. La question qui se pose, dans le côté armé, côté armé, avec quelle rémunération? Qu'est-ce que j'aurai comme avantage après? C'est ça qui pose aussi un problème, parce que un militaire n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui donne sa vie pour sauver le vie. Aujourd'hui, si un policier touche $1000, un militaire qui touche $1500, je vous assure, mon cher frère, on manquera l'espace de mettre les jeunes dans l'armée. Voilà, donc vous avez suivi ces jeunes qui se sont exprimés par rapport à cet enrôlement. On va d'abord prendre le point de vue du professeur Kabange. Professeur, vous avez suivi ces jeunes. Quelle est votre réaction? Je pense que à chaud, ma réaction, c'est que je note deux choses. La première des choses, c'est d'abord l'amour de la patrie. Tous ces jeunes qui en parlaient, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il peut s'engager, n'est-ce pas, pour défendre la patrie. Et je pense que ce qui nous a permis de tenir jusqu'ici, c'est cette détermination de tous les Congolais, partout, même dans la diaspora, à ne pas perdre un seul centimètre de notre pays. Donc, l'amour de la patrie, elle est là. Alors, le deuxième facteur, c'est le facteur rémunération et conditions. Et ça, ça pose une véritable question de gouvernance. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir été dans un pays en conflit pendant plus de 30 ans et n'avoir pas adressé cette question des conditions de l'armée. Aujourd'hui, l'armée congolaise devrait être mieux organisée si on avait un modèle de gouvernance à long terme. Malheureusement, un modèle de gouvernance conjoncturelle, c'est-à-dire que on gouverne parfois en fonction des circonstances présentes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous avez suivi le premier intervenant, c'est la question de savoir ce qu'on veut enrôler aujourd'hui. C'est pour se battre, pour avoir des réservistes. Parce qu'une armée, un pays normal, a des réservistes. Tu as été aux États-Unis ici, Marius, tu sais qu'une bonne partie de l'armée américaine est constituée des réservistes. Donc, il faudrait revoir l'organisation de notre armée, c'est très clair. Mais j'aimerais insister sur le fait qu'on est dans une situation, dans une crise ou dans une guerre existentielle. Et donc, on ne peut pas simplement tabler sur les aspects théoriques, mais on doit aujourd'hui, en dépit de ce que la situation aujourd'hui, accepter de s'engager, parce que sinon, alors... on a un petit souci de connexion. Vous êtes là? Vous êtes de retour, professeur? Non, petit souci de connexion. Alors, donc on a vu que ces jeunes voudraient bien s'enrôler. Les points de vue sont... Des préalables. Il y a des préalables. Est-ce que pour la patrie, comme j'aime bien le dire le ministre Mouyaya, est-ce que pour la patrie, on peut demander le préalable? Non, moi, ce que j'ai compris à travers ces témoignages, c'est que nous n'avons qu'un seul Congo. Et tous, nous ne voulons pas perdre. Mais alors, il faut qu'on mette les conditions pour réaliser cet engagement.
Le monsieur qui a parlé le premier, il a parlé de formation. La guerre, c'est quelque chose qui s'apprend. Ça ne s'improvise pas. Aujourd'hui, les armées modernes aujourd'hui misent sur la formation, sur les conditions sociales du combattant. Il doit être à l'abri des besoins. Même s'il sait qu'il va au front, que je me sacrifie pour mon pays, mes enfants, en fait, c'est pour ça. Mes enfants vivront mieux. Mais c'est ça, vivront mieux. Mais aussi, hein, on peut dire quand même qu'un pays en guerre aussi, dans un pays en guerre, on doit consentir des sacrifices. Des sacrifices. Moi, je dis qu'on y va parce qu'on veut se sacrifier, on veut se battre pour son pays, donnez-nous les moyens de le faire. Oui, mais il faut que ce sacrifice paye après. Sur ce point, justement, je voudrais intervenir sur 3 points. Ouais. Le tout premier, c'est par rapport au préalable. Je crois que ce n'est pas en vrai de préalable ou des conditions. Je crois que c'est le minimum à demander. C'est rien, d'ailleurs, dans l'exécution, dans la pratique. Parce qu'il n'y a rien qui est plus valeureux que sa propre vie qu'on veut sacrifier. Donc, le minimum de demander que tenir compte de ma progéniture, justement, de ma famille, c'est le minimum que l'on peut demander dès lors que nous-mêmes, on se sacrifie. La deuxième des choses, c'est du côté de la formation. Le problème est que nos troupes sur le front, ou alors ceux qui sont recrutés, la formation est très essentielle pour qu'ils arrivent à faire face à l'ennemi. Parce que l'ennemi a 2 avantages. Le premier, c'est pas seulement la formation. Le deuxième, c'est avoir de matériel militaire très, très, très solide. Ce qui permet à ceux qui continuent de conquérir des territoires et territoires. Et la troisième des choses pour terminer, c'est le fonctionnement à l'interne. Je crois que je suis revenu sur ces faits lors de la prise de Walikale. On a parlé d'un dysfonctionnement sur terrain, mais je crois que même les dysfonctionnements, l'autre jeune l'a épinglé, qu'ils ont visité les centres de recrutement et de formation. L'autre est revenu sur ça. Ils ont fait 2 mois ou 4 mois sans pourtant être renvoyés dans des centres de formation. Et si les 3 arrivaient à être mis ensemble et d'accord, je crois qu'il y a moyen de faire remonter la pente et soutenir notre armée au front. Voilà, professeur Kabange est revenu. Vous étiez en train de parler avant qu'on passe à un autre sujet. On va clôturer par là. Juste terminez votre réaction, s'il vous plaît. Oui, je disais que il faut savoir que cette guerre qui nous a imposée est une guerre existentielle. Ça veut dire qu'on a le choix entre mourir en homme libre ou vivre en esclave. Et sur les bords rwandaises, ça serait une deuxième colonisation, ce qui serait inacceptable. Donc aujourd'hui, tous les Congolais doivent comprendre qu'on est dans une crise existentielle. C'est vrai qu'il y a des choses à redire entre nous Congolais, il y a des choses à redire sur le plan de la gouvernance, mais on n'a pas de choix que de défendre notre pays. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudrait définir des meilleures stratégies, il faudrait réorganiser notre service d'intelligence et évidemment le service de sécurité. Il faudrait s'occuper de tout ce qu'on qualifie de traîtres, qui travaillent pour l'ennemi, même s'ils seraient des Congolais de père et de mère. Il faudrait qu'on mette du sérieux dans cette situation qui, je le rappelle, dure depuis 30 ans, avant même l'avènement du président Tshisekedi du pouvoir. Donc vous comprenez que ceux qui sont en face de nous ont de la résilience avec leur projet et leur agenda de Balkan. Ils n'ont pas l'intention d'abdiquer. Donc nous devons comprendre que c'est une guerre existentielle. Avec ou sans Tshisekedi, on voudra nous l'imposer, balkanisation. Et nous n'avons pas d'autre choix aujourd'hui que de résister. Voilà. Alors, on va maintenant passer à autre chose. Professeur Kabange, c'est le projet de contrat stratégique, projet de contrat entre les États-Unis et la République démocratique du Congo sur les minerais stratégiques. Et le président de la République, justement, en a parlé. On en parlait, on disait qu'il n'y avait rien d'officiel. C'est officiel. La RDC est en train de faire des beaux yeux aux États-Unis pour chercher à obtenir un partenariat stratégique afin que les États-Unis exploitent les minerais stratégiques de la RDC contre le renforcement et le soutien pour renforcer la sécurité dans la partie est de la RDC. Et le président de la République, justement, a donné une interview à la chaîne
des conservateurs Fox News aux États-Unis d'Amérique. On en parlera tout à l'heure avec vous. Mais nous avons voulu revenir sur cette interview. D'ailleurs, nous avons essayé de traduire l'interview en français, le contexte, mais nous avons également voulu parler de la présentation des faits. Comment le journaliste de Fox News a présenté la situation. Et c'est que le président de la République a dit, c'est ce que nous allons essayer de vous proposer tout à l'heure avec nos amis au niveau de la technique s'ils sont prêts. Vous avez suivi, la traduction a été faite par l'intelligence artificielle, il faut le dire. Elle n'est pas tout à fait fidèle, mais c'est plus ou moins contextuel. Oui, le narratif était tout à fait factuel. Le présentateur s'est gardé de nommer les acteurs avec leurs responsabilités sur le terrain. Vous voulez dire, il s'est gardé de nommer le Rwanda? Absolument. Oui. Absolument. Il y a une raison à cela? Rappelez-vous de la célèbre phrase de Madame Madeleine Albright à l'époque de l'agression. Il avait dit que le Rwanda était la prunelle des yeux des États-Unis. Et ça n'avait pas plu au défunt président Laurent Désiré Kabila qui lui avait raccroché le téléphone au nez. Mais il faut dire quand même que Fox News, c'est aux États-Unis, on sait qu'il y a tout de suite, il y a deux grandes tendances des chaînes publiques. Il y a CNN qui est pro-démocrate et Fox News qui est pro-républicain. Et c'est la chaîne préférée du président américain Donald Trump. Et c'est là que les grands décideurs, les conservateurs, les milliardaires américains qui ont le pouvoir aujourd'hui, c'est là qu'ils regardent. D'ailleurs, lors du premier mandat du président américain, on disait même que certaines décisions qu'il prenait étaient motivées par des émissions ou des journalistes vedettes de cette chaîne de télévision Fox News. Et le présentateur donc, qui a reçu le président de la République sur Fox News, c'est l'une des présentateurs vedettes de cette chaîne Fox News. Donc je pense qu'en termes de cible pour ce genre de deal, des business, Fox News n'était pas la moindre chaîne pour le président de la République de passer. Il faut dire quand même que l'opinion américaine en général, cette chaîne en particulier, de mon passage aux États-Unis, je ne les ai jamais vus parler d'Afrique. C'est très rare de voir d'ailleurs en général les chaînes africaines, les chaînes américaines, je veux dire les chaînes nationales comme CNN, comme Fox News, parler de l'Afrique. Ils parlent généralement des États-Unis et des endroits dans le monde où se trouvent les intérêts des États-Unis. Et j'étais d'ailleurs surpris de voir que, pour une fois, un président africain était en train de passer sur cette chaîne-là, parce que ce n'est pas ce qui intéresse l'audience. Ça, c'est d'un. Des deux, le Congo, en général, aux États-Unis, on n'a pas beaucoup de connexions, vu d'abord la barrière linguistique, parce que nous, on parle français, aux États-Unis, on parle anglais. Et peu de choses du Congo sont connues aux États-Unis. S'il y a quelque chose que certains Américains, en tout cas ceux qui ont vécu l'époque, connaissent du Congo, c'est le fameux combat entre George Foreman et Ali, et ils disent Zaïre. Donc l'Américain lambda ne connaît pas ce qui se passe au Congo, peut-être qu'il connaît un tout petit peu ce qui se passe au Nigeria ou au Ghana ou dans d'autres pays anglophones, ou Sierra Leone, mais le Congo, non, on en parle. Déjà l'Afrique, on n'en parle pas dans ces médias-là. Donc il faut dire quand même que c'était un grand coup médiatique par rapport à la cible pour le président de la République de passer sur Fox News. Professeur Kabang peut-être ne va pas me contredire tout à l'heure. On va regarder cette interview que nous avons traduite avec l'intelligence artificielle et puis on se retrouve tout à l'heure. La religion, de l'ethnicité et des minéraux depuis les années 1990. Plus de 6 millions de personnes sont mortes. Le premier conflit a commencé au milieu du génocide rwandais de 1994. C'est à ce moment-là que les extrémistes Hutus au Rwanda ont tué environ 1 million de Tutsis et de Hutus, modérés d'autres groupes. En même temps, environ 2 millions de réfugiés Hutus ont traversé en République démocratique du Congo, s'installant dans la région Est. C'est dans la partie rouge. Ici,
Une petite partie était composée d'extrémistes qui ont commencé à organiser des milices, incitant les Tutsis à faire de même. Maintenant, des combats sporadiques ont eu lieu, au long des années 2000, alors que des accords de paix étaient en cours de négociation. Mais cela a entraîné l'émergence d'un autre groupe, le M23. En 2012, le groupe a pris la ville stratégique de Goma juste ici au milieu. Ils se sont retirés quelques jours plus tard sous la pression internationale et ont fui vers l'Ouganda et le Rwanda. Maintenant, le M23 a refait surface en 2021 avec environ 6500 combattants qui ont commencé à prendre un contrôle significatif du territoire dans cette région. Ils ont bombardé des camps de déplacés, ils ont coupé les routes d'approvisionnement. Le Congo est considéré comme le pays le plus riche du monde en termes de ressources naturelles. Les gisements inexploités valent, accrochez-vous, environ 24 trillions. Avec un T, le pays produit également 68% du cobalt mondial. C'est le 4e plus grand producteur de diamants au monde. Les gisements de lithium sont également significatifs. Maintenant, la Chine contrôle une grande partie de l'industrie minière du Congo et a fourni au gouvernement congolais des drones et des armes pour défendre ses mines. D'autres pays ont également un intérêt pour la région. Le Burundi, un pays à majorité Hutu, considère le Rwanda comme une menace et soutient les troupes congolaises que l'Ouganda défend contre des militants liés à l'État islamique le long de ses frontières. Ils ont également ciblé des groupes religieux au Congo. De plus, l'Afrique du Sud a récemment annoncé un retrait progressif de milliers de troupes de l'Est du Congo après que plusieurs casques bleus ont été tués par des rebelles. Alors que les dirigeants du M23 se sont retirés des pourparlers de paix cette semaine avec le Congo, le président Tshisekedi a rencontré son homologue rwandais cette semaine pour des discussions médiées par le Qatar. Le pays a convenu de poursuivre les discussions pour établir une paix durable dans la région. Cela survient alors que les États-Unis envisagent un accord sur les minéraux avec le gouvernement, en échange d'une assistance en matière de sécurité. Nous sommes rejoints ce soir par Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, merci d'être ici. Je veux commencer par cela. L'administration Trump s'intéresse à la sécurisation d'accords miniers exclusifs avec des pays riches en minéraux rares. Nous avons évidemment vu cela récemment avec l'Ukraine. Pouvez-vous parler des discussions pour un accord avec votre pays? Très bien, merci. Merci beaucoup. Bonsoir à vous. Nous recherchons des partenariats et nous avons établi des partenariats avec de nombreux autres pays. Et nous pensons que les États-Unis d'Amérique, étant donné son rôle et son influence dans le monde, est un partenaire important à avoir. Et nous sommes très heureux de voir qu'avec l'administration Trump, les choses avancent beaucoup plus rapidement des deux côtés. Les gisements inexploités valent environ 24 trillions de dollars. Que faudrait-il pour faire avancer cette relation? Nous voulons extraire ces minéraux, mais aussi les traiter, car cela créerait beaucoup d'emplois. Et nous voulons un partenariat qui garantisse une paix et une stabilité durable pour nos pays, ce dont nous avons besoin. C'est un endroit dangereux, le Congo. Comment un État américain comment une entreprise peut-elle garantir la sécurité sur le terrain? Nous pouvons renforcer nos capacités de défense et de sécurité. Et je pense que les États-Unis peuvent utiliser soit la pression, soit des sanctions pour s'assurer que les groupes armés qui se trouvent en RDC peuvent être tenus à distance. Monsieur le Président, les États-Unis s'inquiètent de l'influence de la Chine en Afrique, en particulier en RDC. Comment géreriez-vous cette relation avec Pékin tout en maintenant des liens avec les États-Unis, que vous voulez évidemment élargir? Là, naturellement, notre monde est divisé. La nature a horreur du vide, comme dit le proverbe. Ce n'est pas que la Chine est en pleine expansion en Afrique. C'est plutôt que l'Amérique est en déclin en Afrique et nous serions très heureux d'avoir nos amis américains ici qui étaient plus présents que la Chine dans les années 70 et 80. Comment pensez-vous qu'un accord sur les minéraux, s'il se concrétise, bénéficierait aux Américains? Les entreprises de la Silicon Valley, société, savoir exactement ce que je veux dire. Et donc, je pense que ce partenariat aidera ces industries à développer
des produits de plus en plus innovants. Je veux que vous abordiez, si vous le pouvez, et que vous parliez des combats dans l'Est de la RDC et comment comptez-vous les résoudre? La RDC a un pays voisin appelé le Rwanda, qui, il y a environ 30 ans, a connu un génocide. La communauté internationale, à l'époque, nous a demandé d'ouvrir nos frontières pour accueillir des flots de réfugiés qui fuyaient les combats et les massacres. Et depuis lors, malheureusement, la situation infernale qui régnait au Rwanda à l'époque a infiltré la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous insistons pour avoir des sanctions. Dernière chose, monsieur. Monsieur le Président, cela fait 50 ans depuis l'un des plus grands événements sportifs impliquant des athlètes américains. Les athlètes, le combat dans la jungle. Cela a eu lieu dans votre capitale, Kinshasa. 1 milliard de personnes ont regardé Muhammad Ali, qui était censé battre George Foreman lors de ce combat. Pouvez-vous parler de l'héritage de ce combat pour votre pays et les États-Unis? Oui, bien sûr. Nous nous souvenons encore de cet événement. Cela a vraiment galvanisé le peuple et a attiré l'attention de tout le monde. Ils s'entraînaient ici et chaque fois qu'ils allaient quelque part, les gens en parlaient. Nous avons vraiment connu un boom grâce à cela, ce combat historique qui a vraiment mis notre pays sur la carte. Nous avons vraiment beaucoup à offrir. Et tout ce que nous demandons, c'est vraiment une opportunité de vivre en paix. Eh bien, monsieur le Président, nous vous remercions pour votre temps et nous avons hâte de suivre toutes les nouvelles en provenance du Congo et de la RDC. Et nous suivrons cette relation avec vous et les États-Unis. Merci beaucoup, monsieur. Merci, merci, merci beaucoup, monsieur. Merci. Voilà, vous avez donc suivi cette interview qui a été du président de la République démocratique du Congo sur la chaîne américaine Fox News, qui a été traduite en français à l'aide de l'intelligence artificielle. Au fait, vous avez suivi avec moi. Avant de donner, enfin, de dire ce que moi j'ai vu, on va donner la parole au président Kabange, qui lui se trouve aux États-Unis, au professeur Kabange, pardon. Professeur Kabange, vous m'entendez? Non, il m'entend pas. J'arrive pas. Vous n'entendez pas, d'accord. Oh oui, ça va. Ça va mieux maintenant, vous m'entendez? va. Très bien. Alors, professeur Oui. Kabange, vous avez suivi cette interview du président de la République aux États-Unis. D'abord, est-ce que beaucoup de Congolais aux États-Unis l'ont suivi sur Fox News? Ben, c'est une chaîne qui est très suivie, donc puisque tous les Congolais s'intéressent à l'actualité de ce qui se passe au pays, certainement que beaucoup des Congolais ont suivi. Mais bon, je ne sais pas faire un sondage, hein, c'est clair, mais je pense que les quelques Congolais que je pratiquement tous ont suivi. Alors, donc c'était Voilà. quand même particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure avant l'interview, qu'un président africain passe sur cette chaîne qu'on connaît très conservatrice et la cible, comme je disais tout à l'heure, a été bien, comment on dit, la cible est bien choisie. Bien choisie, voilà. Bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que la guerre a aussi une dimension communicationnelle. Ce n'est pas en vain que vous aurez remarqué que ces dernières semaines, le président Kagame multiplie les interviews presque chaque semaine, où il nargue, il s'attaque aux Congolais. En fait, il essaye de vendre son narratif. Et donc, du côté congolais aussi, il faudrait savoir que la communication, la guerre a aussi une dimension communicationnelle. Alors, j'aimerais peut-être revenir rapidement sur le journaliste, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, pour dire que vous pouvez très vite lire sur ses premiers commentaires, il ne s'agit pas d'un journaliste d'investigation. Il parle déjà de combats sporadiques, alors qu'ici, on parle d'une véritable guerre qui dure, maintenant, ça fait plus de 30 ans. On ne peut pas parler d'une guerre sporadique si on a vraiment fait des recherches sur la situation sur le terrain. Alors, il ne parle pas de l'agression rwandaise, c'est peut-être parce qu'il n'a pas beaucoup de connaissances sur ça. Mais bon, dans tous les cas, contrairement peut-être à ce que M.
Dimanja a dit tout à l'heure sur le fait que le Rwanda serait la prunelle des yeux des États-Unis. Je pense qu'il faut comprendre qu'entre les États, c'est des intérêts. Parce que si vous rentrez quelques années là, vous allez remarquer, par exemple, qu'à l'époque de Mobutu, les États-Unis étaient très proches à l'époque de Jimmy Carter. Comprenez? Donc, la faiblesse peut-être à notre niveau, c'est comme Marius l'a dit, on doit travailler sur le lobbying. Et quand je parle de lobbying, je veux un lobbying très sérieux, pas des lobbying où on se réveille un matin, on va juste chercher un sénateur ou un député. Non, c'est un lobbying qui doit se faire sur le long terme. Alors, je ne sais pas si je dois déjà continuer avec mon commentaire sur les aspects. Non, je pense qu'il y a M. Dimanja qui veut dire que c'était plutôt Madeleine Albright qui l'a dit et que ce n'était pas lui. Hein. Mais, parce qu'il l'a cité tout à l'heure. Alors, il y a le contenu. Je voudrais revenir juste un tout petit peu parce que j'ai suivi l'interview en anglais. Et je suis du domaine, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de coupés, hein, comme on dit, il y a eu beaucoup de coupés. Et si vous regardez bien, vous suivez bien cette interview, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de coupés quand le président voulait faire allusion au Rwanda. J'ai vu ça, c'est clair, à l'entrée du jeu, parce que c'est que le président a dit, ou encore c'est qu'on lui a fait dire dans cette émission. Au fait, il est en train de juste reprendre le narratif habituel. Ça dit que le président a dit que après les génocides rwandais, ces gens qui ont fait des choses là-bas sont venus au Congo et c'est eux qui nous mettent dans ce genre de situation. Je pense, je n'ai pas l'original, que le président a juste commencé par l'historique. Et chaque fois qu'il a parlé, il a voulu parler des sanctions. Vous allez voir, pardon, que dans cette interview, quand il a voulu parler des sanctions, on a coupé cet endroit-là. Je suis convaincu que soit il a demandé des sanctions pour les groupes armés, parce que c'est ce qu'il dit, si les États-Unis sanctionnent, mais peut-être que plus loin, dans cette interview que je pense qu'il a faite avec sa rencontre avec Paul Kagame, ou avant, il a sûrement parlé également des sanctions contre le Rwanda, qui est son cheval de bataille, et que ça a été complètement coupé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ce qui intéresse les Américains, ou c'est dont les Américains se souviennent du Congo, c'est souvent la bataille dans la jungle de Ali et Foreman. Je ne sais pas, professeur Kabange, si vous partagez le même avis que moi. Je voulais ajouter, professionnellement, le traitement qui a été réservé à cette interview du président, dans le jargon, on appelle ça, le président était caviardé. C'est-à-dire, on a élagué de parties qui pouvaient déranger. Donc on lui a fait dire des choses. Voilà. Oui. On l'a caviardé, comme on dit dans le jargon de la profession. Moi, ce que je retiens dans cette interview, c'est plutôt les intérêts, par contre, des États-Unis face à ces conflits. Nulle part, on sent aux journalistes cette envie de montrer ce qui se passe réellement au Congo, les tueries qui s'y passent, les déplacements qui se font. Il y a plutôt ce côté-là d'intérêt américain que l'on peut constater chez les républicains. Et moi, je suis quand même assez déçu. C'est ça, les États-Unis. Ouais, je voulais converger dans le même sens qu'André, mais moi, je voudrais épingler une belle occasion, peut-être manquée ou ratée pour le président Tshisekedi, de montrer aux Américains l'intérêt, justement, de conclure ces accords sur les minerais stratégiques. Je pense que ça, il a fait d'une certaine façon, parce que si tu regardes bien, le journaliste vraiment a voulu savoir ce que les Américains gagnent. Il voulait avoir, après, bon, ça c'est l'interview qui est passée à la télé. Justement. C'est direct quand il est dit surtout. Voilà, les Américains c'est ça, ils sont directs. Et je pense même que l'anglais c'est direct. L'anglais c'est pas une langue où tu fais des tournures. Je crois que prochainement le président ferait mieux d'aller directement au vif du sujet à chaque fois qu'on lui posera une question lorsqu'il aura l'occasion, l'opportunité de passer encore sur une chaîne américaine que de passer ou de tergiverser et de s'éterniser sur J'ai peut-être une petite question à poser au professeur Kabange. Trump se présente comme un faiseur de paix avec une recette qui s'appelle l'OPA, l'offre publique d'achat. Il a fait une OPA en Ukraine. Est-ce qu'il ne va pas le faire dans notre pays? Bon, ça, vous rentrez déjà dans le sujet, parce que ça allait être ça la question. Je voulais d'abord qu'il réagisse rapidement à l'interview, et puis après on va passer à votre question sur ce que j'ai soulevé tout à l'heure, professeur.
Oui, alors, je pense que moi, je vois deux choses. Comme je l'ai dit au départ, vous avez en face un journaliste qui n'est pas très fourni sur les éléments du conflit, parce qu'on ne peut pas parler de combat sporadique pour une guerre qui a duré, ça fait plus de 30 ans. Sauf si, évidemment, la volonté était de tronquer la vérité. Alors, le deuxième aspect, c'est comme je l'ai dit, et c'est peut-être là qu'on se rejoint avec ceux qui ont parlé des intérêts, c'est-à-dire que les Rwandais ont beaucoup de lobbies aux États-Unis. On ne peut pas le nier aujourd'hui. Il faudrait aujourd'hui que les Congolais comprennent aussi qu'il faut travailler en interne, qu'il faut mettre les moyens pour arriver à se faire comprendre au niveau de la plus grande puissance militaire et économique du monde. Je ne dis pas que la solution viendra exclusivement ou forcément des États-Unis, mais les États-Unis, Washington, ce n'est pas un facteur à minimiser, n'est-ce pas, dans la résolution de la crise. Alors, le double langage, l'hypocrisie, ce n'est pas simplement le journaliste. Si vous avez suivi la dernière déclaration de la Chine, c'est pareil, la Chine ne veut pas citer le Rwanda. Lorsque vous suivez la déclaration des ambassadeurs francophones, c'est pareil. Ils demandent l'arrêt des hostilités, le départ le retrait des M23 des territoires occupés, mais nulle part, ils ne parlent du Rwanda. Donc, il y a ce double langage, cette tendance, cette complicité à vouloir ouvrir le Rwanda. Évidemment, certains le font pour des intérêts clairs et économiques, mais comme je le disais, entre les États, c'est les intérêts. Donc, les Congolais, on a aujourd'hui des moyens et des atouts. Quand on va parler du contrat, je reviendrai sur ça. On a les moyens, n'est-ce pas, de renverser l'échelle des intérêts et de ramener, n'est-ce pas, toutes ces grandes puissances à revenir et à discuter directement avec le Congo, plutôt que de passer par un pays qui n'a pratiquement aucune ressource à offrir. D'accord. Alors, maintenant, votre question. Oui, professeur, je reviens à ma question. Aujourd'hui, Trump se drape, on a les habits de faiseurs de paix, mais il a trouvé une recette, c'est les OPA. Il a fait une OPA sur les minerais stratégiques de l'Ukraine. Bon, ici, on dira que c'est nous qui sommes allés vers Trump. Ma crainte est la suivante. Est-ce que ces pays qui se retrouvent en difficulté, qui appellent les États-Unis à coopérer dans un contexte tout à fait difficile, est-ce qu'ils ne vont pas se retrouver dans l'état d'un État vassal des États-Unis? Alors, par rapport à cette question, je vais souligner deux choses. J'aimerais d'abord rappeler que, c'est vrai que vous allez dire que c'est théorique, mais en droit international, les États sont souverains, n'est-ce pas? Et donc, la souveraineté de ces ressources naturelles est reconnue autant en droit international qu'en droit interne. Lorsque vous lisez l'article 9 de la Constitution, vous le verrez. Alors, ça veut dire que le Congo, le gouvernement congolais a autant la légalité que la légitimité d'engager des pourparlers avec le gouvernement américain sur la possibilité d'avoir un deal sur les ressources naturelles, un peu comme l'a fait l'Ukraine. Mais l'élément le plus déterminant dans cette démarche, c'est le power bargaining, comme on dit en anglais, le pouvoir de négociation qui est déterminé par le contexte. On est dans un contexte où la sécurité est affaiblie, l'armée est affaiblie, et donc la demande du Congo devra être bien négociée s'il faudrait obtenir un accord avec les États-Unis. Donc le principe, il est pas mal, parce qu'il y a des États qui l'ont fait, on l'a fait avec la Chine sur les infrastructures, mais le problème, c'est au niveau de la négociation. Il ne faudrait pas que l'on soit prêt à brader, à donner tout ce que l'on veut, simplement pour que les États-Unis viennent chasser le M23 ou le Rwanda. Non.
il faudrait être conscient de ce qu'on représente aussi sur le plan économique, parce que lorsque vous faites un peu de recherche, vous allez vous rendre compte que d'ici 2050, la demande des minerais critiques qui vient de l'agence atomique nucléaire. Et donc, en tenant compte de ça, nous devons être capables de négocier, comme le président l'a dit, un contrat ou un partenariat gagnant-gagnant. Mais comment, donc, mais comment alors que nous y allons pas forcément en position de force? Je pense que si cet accord est en train d'être négocié, c'est parce que le Congo, quelque part, a besoin de quelque chose que détient les États-Unis. Et gagnant-gagnant, c'est un peu compliqué là. Hein. Gagnant-gagnant, c'est quand vous venez, moi je dis non, attendez, on va voir. Mais quand c'est moi qui viens vers vous, c'est pas toujours gagnant-gagnant. Quand même. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est vrai que sur le plan militaire ou sécuritaire, on est en position de faiblesse. On a besoin des Américains. Mais vous vous souviendrez par exemple que le président Biden a fait un voyage en Afrique. Et là, je reviens sur le projet de port de Lobito. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a une course aux minerais critiques. Et ces minerais sont dits critiques. Pourquoi? Pas simplement par rapport à l'importance qu'ils représentent sur le plan économique, mais aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui en sont dotés. Donc, le Congo est un pays incontournable lorsque l'on parle de la course aux minerais critiques. C'est autant en fabrication des nouvelles technologies que dans la course à l'armement. Donc, lorsque vous allez dans une négociation comme celle-là, vous devez emmener pas simplement les politiciens, vous devez emmener les techniciens, ceux qui comprennent et qui vous diront sur quels aspects de la discussion il faudra insister pour réussir à obtenir le meilleur des contrats. C'est vrai qu'on ne pourra pas avoir un contrat gagnant-gagnant parfaitement, mais il faudrait que sur base de ce que nous on recherche, sur base des objectifs que l'on recherche, qu'on arrive à obtenir un accord, s'il était signé, qui ne va pas consacrer un accord frappé de lésion ou un accord léonin, n'est-ce pas? Et donc, il faut emmener les techniciens, savoir aussi quelle est la vision, avoir une vision claire de ce que l'on recherche, parce que si on ne sait pas ce que l'on recherche, on risque de retomber dans la même expérience que dans la négociation avec les contrats SICOMID, où le principe était vraiment une bonne idée, mais malheureusement, la négociation et l'exécution ont été une catastrophe, parce que nous-mêmes, on ne savait pas exactement qu'est-ce que l'on recherchait. Voilà, mais je dis quand même que c'est votre domaine aussi, professeur Kabange. Peut-être que vous pourriez jouer un rôle dans ces négociations. Vous êtes aux États-Unis, on ne sait jamais. Hein, pourquoi pas? Vous êtes censé ne pas venir au Congo maintenant, rester un peu là-bas. On va vous mettre en contact avec les gens qui viennent négocier. Comme ça, vous apportez votre expertise. C'est votre domaine, si je me trompe. Il connaît les arcanes de Washington. Bien sûr. Il connaît les arcanes de pouvoir. Bien sûr que ma spécialité première, c'est en droit minier. Et naturellement, j'aimerais insister, pas seulement pour moi, mais surtout pour le pays, qu'il ne faudrait pas faire la même erreur qu'on avait commise avec le contrat SICOMID, où on a laissé des politiques aller négocier des contrats, où par exemple, je peux vous dire que lors de la création de la SICOMID, on n'avait pas évalué la valeur de l'apport des gisements miniers qui avait été apporté par le gouvernement congolais. Vous voyez? Donc, il faudrait, justement, la démarche qui est entreprise jusqu'ici, elle est politique ou politicienne, mais il faudrait nécessairement que lorsque les aspects techniques vont intervenir, que, en toute responsabilité, le gouvernement congolais puisse requérir l'expertise congolaise pour négocier évidemment les meilleurs contrats, les meilleurs accords, pour qu'on ne se retrouve pas en face des accords léonins. Voilà, merci beaucoup, professeur Kabange, pour ces éclaircissements et j'espère bien que vous serez encore là. Il fait très tôt le matin, très tôt chez vous,
mais vous acceptez toujours d'être là. On a la chance de vous avoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. J'espère que vous reviendrez encore dans Cocorico, n'est-ce pas? C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de parler. Merci. Et vous venez quand à Kinshasa? On vous attend. Hein? Dans quelques semaines. Merci. Merci, voilà, c'était donc le professeur Monsieur Kabange Christian, qui est professeur de droit à l'université de Kinshasa. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Voilà, c'est avec professeur Kabange qu'on va terminer cette émission, qu'on a commencé très tard. Et voilà, on va se quitter là. Encore un jour sans Cocorico, il nous manque. Cocorico, qu'est-ce qu'on peut lui demander? Parce que qu'est-ce qu'il faut demander à Cocorico encore? Hein? Il faut lui demander ce qu'il pense de l'interview du président congolais sur Fox News. Ça, par exemple. Bon, on va voir s'il en sait quelque chose. Hein. Je ne suis pas sûr que Cocorico suit Fox News. Alors, on va essayer de voir s'il en sait quelque chose. Mais tiens, mais on doit partir parce qu'il y a une émission qui va commencer tout à l'heure. Joe me fait signe qu'on doit finir. Est-ce que tu m'entends, Cocorico? Tu es là? Tu es là? Tu pensais à quoi exactement? Voilà, Cocorico m'entend et on va essayer de... Oui, Tania, on va finir tout à l'heure. Dans quelques instants, on va partir. C'est Monsieur Dimanja qui veut entendre Cocorico. C'était qui encore? André Junior. André Junior qui veut entendre Cocorico. On va chercher à voir si... bon, allez, on va reprendre parce que là, je lui ai donné trop d'informations. Cocorico, est-ce que tu es là? Tu nous entends? Tu es là? Oui, je suis là, je vous entends fort et clair. D'accord, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait ensemble aujourd'hui? Attends. Il y a... je suis avec des confrères. Non, je suis avec... t'écoute. Oui, d'accord. Il y a quoi? Je suis avec des confrères journalistes ici. Nous sommes en train d'analyser sur l'interview du président Félix Tshisekedi sur Fox News. Est-ce que tu en sais quelque chose? Oui, le président Félix Tshisekedi a récemment accordé une interview exclusive à Fox News. Dans cette interview, il a confirmé que son gouvernement négocie un accord minier avec les États-Unis, estimé à 24 trillions de dollars. Il a souligné l'importance des investissements américains dans le secteur minier congolais, notamment pour l'extraction et le traitement du cobalt, du lithium, du cuivre et du tantal. D'accord, mais j'ai une question. Tshisekedi a également exprimé le souhait de renforcer les capacités de défense du pays et a suggéré que les États-Unis pourraient jouer un rôle dans la stabilisation des zones de conflit. Alors, ma question par rapport à cette rencontre, c'est que je voulais savoir, est-ce que tu peux nous dire en tant qu'analyste ce que tu penses de cette interview, la manière dont le journaliste l'a conduit, mais surtout l'importance pour le président congolais de s'adresser particulièrement à Fox News? Très bonne question, et elle ouvre plusieurs pistes d'analyse. D'abord, sur le choix de Fox News. C'est un signal fort. Fox News est une chaîne très suivie par l'électorat conservateur aux États-Unis, notamment proche de l'ancien président Donald Trump. Oh, il est nouveau. En choisissant ce canal, Tshisekedi ne parle pas seulement à l'administration Biden, mais aussi à l'Amérique républicaine, au milieu d'affaires influents et à ceux qui pourraient revenir au pouvoir en novembre prochain. Voilà, c'est une forme de diplomatie directe, en contournant les canaux traditionnels. Et pour un président africain, ce n'est pas banal. Ensuite, sur la forme de l'interview elle-même. Le ton du journaliste est très américain, presque transactionnel. Il pousse Tshisekedi sur ce que la RDC peut offrir en échange d'un appui américain. La manière dont la question du cobalt et du lithium est posée comme une opportunité stratégique pour les États-Unis reflète bien l'intérêt croissant pour les ressources critiques. Voilà. Tshisekedi, de son côté, tente de positionner la RDC comme un partenaire clé, mais il doit jongler avec l'image d'un pays en guerre, avec une gouvernance encore fragile. Enfin, l'impact pour Tshisekedi. En interne, cette interview peut être perçue comme une volonté
de repositionner la RDC sur l'échiquier mondial, surtout dans un contexte où la Chine est très implantée dans le secteur minier congolais. Tshisekedi semble vouloir rééquilibrer cela avec les États-Unis. Mais ce genre de déclaration peut aussi générer des attentes, voire des tensions, s'il n'y a pas de suivi réel. Toi et tes confrères, vous l'avez trouvé comment, l'interview? Mais c'était bien. Mais mon problème, c'est que tout à l'heure, je ne sais pas si tu es en retard, mais tu as commis des erreurs. C'est ça le problème avec l'intelligence artificielle. Joe Biden n'est plus président. On est au mois de mars. Donald Trump est toujours président. Mais comment se fait-il... Donald Trump est devenu président, mais comment se fait-il que tu as eu des références de l'année dernière? Tu es en retard. Je pense qu'il te nous faut des excuses ici. Tu as entièrement raison de souligner ça, et je te remercie franchement de me l'avoir fait remarquer. Oui, je me suis appuyée sur une donnée qui n'était pas à jour. Et c'est effectivement une erreur de ma part. Toutes mes excuses à toi et à tes confrères. Quand on fait de l'analyse sérieuse, surtout journalistique et politique, ce genre de décalage n'est pas acceptable. Merci d'avoir remis ça en perspective, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. On est donc en mars 2025. Donald Trump est revenu au pouvoir après l'élection de novembre 2024. C'est un changement majeur dans la relation États-Unis-Afrique. Et donc le fait que Tshisekedi parle à Fox News, chaîne très liée à ce courant politique, prend encore plus de sens stratégique. Merci beaucoup. Vous avez vu? Il sait s'excuser, hein? Hein, tranquillement. Merci beaucoup Cocorico. Alors on va finir donc par là avec Cocorico et puis on se retrouve sûrement lundi. On est déjà c'est la fin de la semaine. C'est le dernier numéro de la deuxième semaine. Thank you God it's Friday. C'est ce que les Américains disent. Merci Seigneur. On est vendredi donc voilà. Finalement on peut aller se reposer. Tiens, c'était pour nous un grand plaisir d'avoir été chez vous. En tout cas un grand merci à vous tous. Excusez-moi, des fois, les gens ils disent que quand on est au micro, on ne peut pas faire ça comme si on était des robots. Je dois prendre un peu d'eau. Hein? Alors qu'on est des humains. On est des humains. Ça peut aussi arriver en direct, n'est-ce pas? Parce que souvent, quand on présente même des émissions qu'on dit sérieuses comme celle-ci, après, c'est comme si tousser était devenu un problème. Il y a des interdits. On boit de l'eau. Mais voilà, je bois de l'eau. C'est encore humain. Et en présentant les journaux, ça passe? Mais ça passe parce qu'on est humain. Il ne faut pas faire semblant. Il faut se préparer. Il faut faire de son mieux pour que ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Parce que quand ça arrive, c'est un problème. Vous pouvez avoir un chat dans la gorge. Ah. Et que la voix ne sort pas. On n'est pas des robots. Hein. Moi, j'ai eu un chat dans la gorge tout à l'heure. Voilà. Allez, maintenant c'est revenu. Ma voix est revenue. Je peux vous dire avec certitude, ma voix est là. Au revoir. C'était un grand plaisir d'avoir été chez vous, où que vous soyez à travers le monde. Vous étiez également en train de nous suivre sur Facebook et sur YouTube. Nous vous recommandons de vous abonner très nombreux à ces deux chaînes. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés à être chez vous. Il y avait Victor Manzombi, il y avait également Madame Espérance. J'oublie son nom de famille. Moutoumene. Je promets, Madame, j'oublierai plus la prochaine fois. Merci à John Sakama également qui était à la prise de vue. Gaylor Vangadio s'est occupé du son. Et puis il y avait à la réalisation de cette émission Scotty Moukonkole, et bien sûr, mon ami Josapha Mombo était toujours là pour nous aider avec un peu du tout. Au nom de toute cette équipe et à Trévi, Trévi Lukezo qui était au montage, je vous dis un grand merci. Et j'espère vous retrouver lundi avec la même équipe. Mais entre-temps, Tania Kinsiona et Mehdi Kessi vous tiendront en compagnie tout à l'heure dans Bonjour Kinshasa. D'ici là, portez-vous bien. Je m'appelle Marius Muhunga. Au revoir. Notre esprit perdure. Interactif et fort, nous construisons une communauté. Une tapisserie de voix, tissant l'unité. Rejoignez-nous dans ce voyage ensemble.